présente. Je m'appelle Christine Gou, et je suis auteure du livre Onirigami, la danse d'une vie, voilà, qui est sorti donc courant 2023. Depuis, je travaille sur une version audio de ce livre qui sera diffusée sur Audible d'ici la fin de l'année. Et que je souhaite mettre à disposition sous d'autres plateformes. Et pour le moment, donc, je mets en place des lectures live que je fais sur Facebook et que je vais ensuite sauvegarder et mettre sur YouTube. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à poser des questions. Je serais vraiment ravie d'y répondre. Voilà, merci. Au revoir. Alors, j'aurais voulu activer la caméra d'un participant qui est Armand, et pour l'instant, je trouve pas. Ah, ça y est, je me vois. J'ai déjà au moins trouvé ça. Donc, je n'arrive pas à savoir si on est 6 à être présent. Et je peux voir a priori les commentaires. Super. Armand, je te vois aussi. Je vais voir si je peux faire quelque chose de plus. Non, je ne peux rien faire de plus. Bon, il va falloir que je me perfectionne là. On va attendre un petit peu pour voir si d'autres personnes arrivent. Il est tout juste 20 h. Donc voilà, ce soir, le but est de vous faire une lecture en live. Alors évidemment, pas tout le livre parce qu'on va y passer quelques temps, mais le but est de se... Enfin, l'objectif serait de se retrouver peut-être tous les mardis d'Onirigami. Merci Mylène pour l'idée. Et de vous en lire un petit bout au fur et à mesure, dans l'ordre, et que ce ne soit pas que des extraits. Et puis, si vous avez des questions, ça vous permettra de les poser et qu'on puisse échanger. Et donc, Armand va collecter les questions, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat. Et lui les garde pour me les montrer à la fin. Alors, ce soir, je prévois de vous lire 2 chapitres. Parce que le premier, pour ceux qui connaissent le livre, qui connaît le livre et qui l'a déjà lu déjà? Ça donnera une petite idée. Bon, bien que j'ai déjà des éléments de réponse, puisque il y en a certains, je sais qu'ils l'ont lu. Merci Armand. Et donc, je lirai 2 chapitres. Et puis après, voilà, de façon à lire peut-être quelque chose comme 20 minutes, une demi-heure. Grand max, c'est déjà beaucoup. Et puis ensuite, qu'on puisse échanger dessus. Donc, je le présente pour ceux qui ne le connaissent pas. Mylène, tu l'as pas fini? Oui. Coralie, je sais que tu l'as lu. Jeff aussi, je sais que tu l'as lu. Tu fais partie des tout premiers lecteurs. Donc le voilà. Et donc on en a fait une version audio que j'ai vraiment hâte de partager parce que on a mis plein de musique, plein de choses dessus. Et je suis très contente du résultat final. J'espère qu'il plaira. En tout cas, à moi, il me plaît beaucoup. Et voilà, je pense qu'on va débuter. On est 6. J'espère que c'est un peu gênant de débuter si on a d'autres qui nous rejoignent après.
Il est 8h05, oui, on va peut-être pas non plus trop tarder, de façon à pas bloquer ceux qui sont à l'heure. Alors, dans l'enregistrement final, il y a une deuxième voix qui est enregistrée, qui est justement la voix d'Armand, et qui joue le rôle d'Aïkiram, donc le guide d'Adèle. Le livre se sépare dans des chapitres qui se passent dans la vraie vie d'Adèle et des chapitres qui correspondent à des rêves qu'elle fait. Et il y a des petits interludes, et donc notamment on va commencer par un de ces petits interludes où c'est les entretiens qu'elle a avec son guide, où elle reçoit des messages. Donc ce sont des courts dialogues. C'est pour ça que je vous lis 2 chapitres, parce qu'effectivement le premier, c'est un entretien avec Aïkiram, donc qui est le guide d'Adèle. Alors, Onirigami, la danse d'une vie. J'ai mis en début de ce livre 2 citations de Rumi qui me parlaient beaucoup. Et qui, je pense, correspondait parfaitement à l'idée que je voulais donner du livre. J'ai pris une gorgée et j'ai vu le vaste océan. Vague après vague, il a caressé mon âme. Les amoureux ne se rencontrent pas, ils sont l'un dans l'autre depuis le début. Rumi. Et ce livre est une dédicace toute particulière à mon père, qui n'est plus, mais qui est quand même là. Donc je dédie le livre à mon père qui a ouvert les portes de l'impossible. Voilà, bon, on va débuter. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 1. Les entretiens d'Aïkiram. Est-ce qu'il y a un Dieu? Ta vision, ma douce, de ce qu'est un Dieu n'est pas la nôtre. Mais je peux répondre oui à ta question. Il est l'air que tu respires. La lumière de l'univers est celle qui brille en toi, en vous. Il est invisible à tes yeux et pourtant dans tout ce que tes yeux veulent voir. Il est dans chaque être vivant et dans toute chose que tu penses non vivante. S'il est en nous et dans toute chose, pourquoi doit-on vivre? Reconnais que l'existence n'est pas toujours une partie de plaisir. La vie est un terrain de jeu où tu rentres sans connaître les règles. Mais tu as fait ce choix. Tu es là pour vivre des expériences et rééquilibrer celles vécues ailleurs. Le jeu s'arrête quand tu deviens maître de ton propre jeu. Tu veux dire qu'ensuite nous mourrons? La mort est une naissance où tu te retrouves toi. La vie et la mort ne sont qu'un cycle sans fin face à toi-même. Tu parles de réincarnation alors? La réincarnation est une vision linéaire et temporelle de l'existence. Je parle de plans différents et d'instants présents. Tu me donneras un jour le décodeur de ce que tu dis. Ma douce, tes questions seront toujours une source de rire pour moi. Ta réalité tangible n'est là que pour t'apprendre tout ce que tu as oublié. La réalité. Bien évidemment, pas celle du jeu, mais celle vers laquelle tu retourneras. Tu es ton propre décodeur. Tu as déjà tout en toi. Chapitre 2. Le 2 août 2022 à Montmartre. Le destin est ironique. Adèle sentit la lame s'enfoncer dans ses entrailles. Elle fut surprise avec quelle fluidité celle-ci transperça sa chair. Aucune résistance. Son chemin avait été comme tracé. L'homme recula d'un pas, comme pour admirer son œuvre. Un rictus s'affichait sur ses lèvres. Il savourait ce moment délicieux,
l'accomplissement d'un acte qu'il avait attendu si longtemps. Vivre le pouvoir de l'instant où l'on arrache la vie à un être, et peu importait qui elle était. Il avait tant de fois eu le désir profond de ressentir ce frisson, tel un appel qu'il tenaillait. Puis d'un coup, il lâcha le couteau, et pareil à un fantôme, s'évanouit dans l'ombre d'une rue transverse. Le son clair du métal résonna sur le pavé et fit écho dans la ruelle. Une douleur fulgurante traversa son corps. Elle posa sa main sur son ventre et sentit la chaleur du sang chaud qui s'en échappait dans un flot continu. Elle cria. C'était un cri de stupeur. Durant un instant, le silence envahit les lieux. Même les oiseaux retinrent leur respiration. Elle l'appela. Le son qui sortait de sa gorge n'était déjà plus qu'un gémissement, un murmure. Ses jambes plièrent sous la douleur, et lentement, sans lutte, elle s'écroula sur le sol. Ses longs cheveux aux reflets dorés, entremêlés de fils d'argent, s'éparpillèrent négligemment sur le granit. Le goût poisseux et ferreux du sang monta à sa bouche. Éden accourut. Il n'avait rien vu, juste une ombre s'évanouir dans une ruelle adjacente. Quelques instants plus tôt, il savourait la fraîcheur et la beauté des lieux. Il admirait cette église qu'Adèle voulait leur faire visiter. Il restait maintenant là, consterné, horrifié. Ses mains maladroites cherchaient à stopper le sang qui jaillissait. L'impuissance le paralysait. Il n'avait jamais été confronté de sa vie à une réelle violence. Il finit par tomber à genoux et la prendre dans ses bras. Comment cela avait-il pu se produire? Lui et ses compagnons n'étaient qu'à quelques pas devant et ils n'avaient rien vu. Et surtout, pourquoi? Les badauds accoururent de toutes parts. La ruelle, quelques minutes plus tôt déserte, accueillait maintenant une petite troupe qui encerclait la scène et Éden pétrifié. Ses amis s'époumonaient dans un anglais pur new-yorkais qui offrait un spectacle supplémentaire aux curieux. Il serra le corps d'Adèle contre lui. Il ne comprenait pas, elle le regardait et elle souriait. Hier encore, il ne la connaissait pas. Lors de son arrivée à la station de radio, il l'avait immédiatement remarquée. Son attaché de presse avait programmé une série d'interviews dans les médias français pour la promotion de sa tournée en Europe. Elle était simple, mais elle dégageait quelque chose, une forme de douceur, de pudeur, et en même temps une force, une aura charismatique l'entourait, une lumière. Elle n'avait pas besoin de le montrer, cela émanait d'elle. Quand sa main s'était levée pour se proposer comme guide parisien pour lui et ses compagnons, parmi tous les volontaires, il n'avait pas hésité une minute. C'était un élan impulsif. Elle l'intriguait. Adèle souriait. C'était l'ultime cadeau que la vie lui offrait. Aucune de ses questions n'aurait de réponse, mais il la tenait dans ses bras. L'univers était joueur. Le froid envahissait son corps. Les sensations et la douleur s'en éloignaient. Elle saisissait ces derniers instants pour lui insuffler tout l'amour qu'elle avait nourri durant toutes ces années. Elle tenta de formuler quelques mots, mais les sons émis ne prenaient plus forme. Ces minutes étaient ses dernières. Elle jeta un coup d'œil désespéré à son sac qui gisait sur le sol. Elle aurait voulu l'attraper et en sortir la lettre qui lui était destinée. Comme un talisman, elle ne quittait jamais son sac. Elle était le cerbère de son secret et porteuse de la confiance qu'un jour la vie l'amènerait jusqu'à lui. Pliée avec soin et usée par les années, elle y avait déposé les mots soufflés par son âme,
Elle était la gardienne de tant de questions sans réponse, sa foi dans leur destin. Depuis leur rencontre, elle ne cessait de chercher le bon moment, le signe, l'impulsion qui lui donnerait le courage. Mais existait-il de bons moments lorsque l'on sait qu'il est impérieux d'agir? Leur rencontre était le seul signe qu'elle aurait dû écouter. Elle avait attendu 25 ans cette opportunité, et d'ailleurs, elle ne l'attendait plus vraiment. À présent, cette porte allait se refermer à jamais, et la porte de son cœur avec. L'air commençait à lui manquer, et elle aurait donné n'importe quoi pour quelques souffles de plus, pour qu'il puisse entendre ses mots, pour qu'il comprenne, pour sentir la chaleur de ses bras qui l'enlaçaient. Adèle aimait rire de tout et savait jouer de toute situation. La vie lui offrait une curieuse farce pour son départ. Elle avait imaginé et rêvé maintes fois ce moment, mais l'univers avait conçu un scénario des plus ubuesques. Pourtant, il n'avait jamais cessé de la surprendre, mais pour le bouquet final, il était allé au-delà de ses espérances. Une fois de l'autre côté du voile, elle en rirait probablement. Mais à cet instant, l'ironie avait un goût amer. Son regard lui renvoyait toute l'impuissance qu'il ressentait, sa stupeur, sa colère. Cela la chagrinait de partir en lui laissant ce poids. Elle avait tellement plus à lui transmettre. L'espoir, la certitude que toutes ces questions auraient un jour une réponse et qu'elle serait là pour l'accueillir. C'était une rencontre avec son destin. Ce sont des rendez-vous que l'on n'attend pas vraiment. Cet inconnu n'était qu'un instrument divin qui avait rempli son rôle et s'était envolé. C'était un peu brutal comme rendez-vous, mais il faut bien partir de quelque chose. Elle avait souvent secrètement demandé à Ekiram, son fidèle guide, de lui épargner une longue agonie. Sur ce coup-là, elle avait été entendue. En s'engageant dans la ruelle, elle avait immédiatement ressenti sa présence, une énergie sombre, ténébreuse. Elle avait reconnu cette vague glaciale, angoissante, qui vous traverse le corps et vous engloutit. Elle connaissait bien cette alarme interne, et elle aurait dû peut-être l'écouter. Il y avait danger, et tous ses sens lui hurlaient. Elle avait volontairement laissé un peu d'espace entre elle et ses compagnons. Peut-être que son instinct avait espéré les protéger, ou bien voulait-elle confirmer son ressenti. Ce besoin insatiable de preuves lui avait toujours pourri la vie. Il ne l'avait jamais abandonnée. Puis leurs regards se croisèrent, juste une fraction de seconde. La noirceur et la folie l'avaient submergée. Elle n'avait été qu'une occasion pour lui. Sa rage devait s'exprimer, exulter. La folie était imprévisible. Un rayon de soleil fit miroiter la lame qu'il tenait fermement dans sa main. Elle tenta d'accélérer le pas, mais il était déjà trop tard. Il avait bondi sur elle et en un éclair plongé la lame dans ses entrailles. Elle était maintenant là, étendue sur le sol de cette ruelle, au cœur de Montmartre. Elle espérait que durant les quelques heures que la vie leur avait données, elle avait pu réaliser son rêve et lui faire découvrir les curiosités et les charmes de Montmartre. Elle regarda derrière Éden, cette église en briques rouges, ornée de magnifiques ouvertures néo-gothiques. Elle l'avait choisie parce qu'elle était unique. C'est ce qui lui avait plu dans cet ouvrage. Elle fut construite à mi-pente entre l'église de Saint-Pierre de Montmartre et l'église de la Trinité. Elle était le mi-chemin. Elle pensait elle aussi être à mi-chemin. Leur providentielle rencontre, peu importe ce qu'elle offrirait,
était le premier jour de quelque chose, le premier pas d'une histoire, le premier mot d'une réponse ou une porte qui se fermerait à jamais. Cette journée devait être le premier jour du reste de sa vie. Jamais elle ne l'aurait imaginée si courte. Il ne lui restait que ses yeux pour lui dire tout ça. Elle aurait tellement aimé partir sans ce doute, si intime, si présent, familier comme un ami fidèle qui l'avait accompagné sa vie durant. Elle cherchait une lueur, une réponse dans son regard. Savait-il seulement qui elle était? Au loin, on entendait le chant des sirènes. Le froid avait disparu, et elle sentait une vague douce et chaleureuse prendre place. Les pompiers bousculèrent Éden pour prendre le relais, et elle réalisa à cet instant qu'elle flottait à quelques mètres de son corps. Ce n'était d'ailleurs plus son corps, ce n'était qu'une enveloppe vide, un costume percé, qui ne pouvait plus contenir son être. Elle observa cette agitation avec un certain détachement. Elle s'approcha d'Éden, un dernier cadeau de départ. Elle pouvait ressentir tout son être, chacune de ses émotions et la force de son cœur. Elle remercia Dieu pour ce présent. Elle n'avait plus de doute. Elle s'approcha du pompier qui déployait toute son ardeur pour réanimer son corps inerte et lui posa délicatement la main sur l'épaule. « Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas, je vais bien, » lui souffla-t-elle. Un élan, une force, une énergie la happa vers le haut, et elle vit la lumière. Tant de gens en parlaient, et elle comprenait la difficulté qu'ils pouvaient avoir à la décrire. Elle était à la fois douce et intense, vivante et vibrante. Elle était comme de l'eau qui glisse entre les doigts. Elle l'appelait. Merci, mon Dieu. Elle emportait avec elle tout son amour. Voilà pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'arrête aux 2 premiers chapitres, qu'on prenne la suite la semaine prochaine, si ça vous convient. Et si vous avez... Il y a un souci, on ne te voit plus. Ah, on a été coupé à un moment. T'as pas eu la fin du chapitre, Sylvie? Vous en êtes où? Parce que je peux reprendre. Je peux reprendre là où vous êtes arrêté. Problème de coupure vidéo. J'ai l'impression qu'on a des problèmes d'internet un peu en ce moment ici. Alors, vu que je ne vois pas les notifications pendant que je lis, parce que mes yeux ne savent voir qu'à un endroit à la fois, est-ce que vous voulez qu'on reprenne à un endroit particulier? Dites-moi où est-ce que ça a coupé. C'est revenu. Sylvie, si tu m'envoies en message, je te dirai, je t'enverrai ce qui te manque, puisque les autres ont l'air de l'avoir lu, donc c'est pas forcément la peine de le remettre. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ou pas?
Alors, si on a encore du temps, est-ce que vous êtes partant pour un troisième chapitre ou est-ce qu'on remet ça la semaine prochaine? Quelle durée pour écrire un ouvrage colsa? J'estime que ça devait être comme ça. Écoute, ça m'a pris 4 ans. Et 4 ans parce qu'il y a eu beaucoup de réécriture, de doutes, de pauses, de je recommence à zéro, je le réécris, je le réécris comment différemment. Et donc c'est tout un cheminement en fait qui se fait dans l'écriture du livre. Comment as-tu démarré ce livre? Un événement. Je l'ai démarré. Comment j'ai démarré ce livre? Comment j'ai démarré ce livre? Je pense que c'était quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Je recevais régulièrement le message que je devais écrire un livre. Je n'avais aucune idée du livre que je devais écrire. Et j'avais surtout aucune prétention de savoir écrire. Donc, ça a mis, je pense, peut-être presque une dizaine d'années avant que l'idée émerge et devienne très claire que ce livre était donc en moi. Et donc, c'est l'histoire d'Adèle est un roman. Donc, il y a une bonne partie qui est romancée et c'est une partie autobiographique également, donc une partie de ma propre histoire. Et donc, l'écrire était thérapeutique également pour moi de me lancer dans ce travail-là. L'extrait, la dernière minute pour moi, ce qui aurait été sympa, c'est l'extrait audio enregistré. Tu veux dire quoi exactement, Jeff? Au début, tu meurs, c'est la partie romancée. Eh ben non, c'est un rêve qu'on m'a donné, mais c'est pas un rêve comme les autres rêves. C'est un rêve où j'étais vraiment très spectateur. Je pense que ça m'a été donné pour le livre, parce que j'avais débuté le livre différemment. Et j'ai compris que c'était ça devait commencer par cette partie-là. En fait, ça devait commencer par la fin. Et c'est pas tout à fait la fin et je vais pas vous raconter l'histoire, mais ça devait commencer comme ça. Et donc oui, c'est un vrai rêve que j'ai fait, mais c'est romancé. C'est une partie romancée pour moi. Ça fait pas partie de mon chemin. Alors Jeff t'a posé une question. Un extrait d'audio, je peux mettre des extraits de musique éventuellement, mais Armand, tu dis oui, un troisième. Merci Coralie. Alors, extrait de musique ou un troisième? C'est vous qui choisissez. Là, tu écris dans le silence ou dans la musique. Ne va pas te balader à Montmartre dans les ruelles sombres. Sache que quand je suis allée à Paris, j'en ai profité pour aller voir les lieux que j'avais décrits, pour voir si j'étais en accord avec ce que j'avais décrit, puisque merci Google Earth qui nous aide quand même à nous projeter à peu près n'importe où dans le monde sans forcément y avoir mis les pieds. Et donc je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai vu pour pouvoir le retranscrire. Et
Et effectivement, moi, je suis allée me balader dans cette ruelle-là, mais je suis toujours là. Là, tu écris dans le silence ou dans la musique? Dans la musique, j'écris, enfin, j'ai de la musique tout le temps. Et d'ailleurs, à la fin du livre, où on le retrouve sur YouTube, sur ma page YouTube, j'ai fait la playlist de toutes les musiques qui m'ont inspirée et qui m'ont accompagnée durant l'écriture du livre. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord. L'audio est mieux contrôlé. Effectivement, la bande son est travaillée dans l'audio, alors que là, elle est en live avec le micro, je bouge, et en plus j'ai le ventilateur parce que sinon je respire pas, donc ça fait du bruit. Je peux vous mettre, c'est un court extrait, mais en tout cas la musique qui correspond à ces deux, et puis si on a le temps, eh ben, on lira le troisième. Alors, la musique. Donc évidemment là, le son sera ce qui sera. Chapitre finalisé. Donc ça c'est la musique des entretiens d'Aekiram. Chapitre 1. Les entretiens d'Aekiram. Est-ce qu'il y a un Dieu? Ta vision, ma douce, de ce qu'est un Dieu n'est pas la nôtre. Mais je peux répondre oui à ta question. Il est l'air que tu respires, la lumière de l'univers et celle qui brille en toi, en vous. Voilà, comme ça vous avez même entendu la voix d'Armand. Pour ceux qui connaissent Armand, donc la voix est un peu retravaillée, mais c'est bien Armand. Tu reconnais ta voix, Armand? Alors, donc on dit troisième chapitre. Oui, ça doit être ça, Mylène. C'est un homme, un bel homme oiseau de type oriental. Il fait chaud hein, ici. Hein. Ah, va s'équiper. Chapitre 3. 1997, en région parisienne. Adèle était assise en face de Pierre, son médecin de famille et ami. Aucun mot ne venait, car aucun mot ne pouvait être juste. Son visage, figé, ses yeux étaient rivés aux siens. Tout espoir était perdu, son père allait mourir. Pierre, avec une compassion infinie, avait posé les mots fatals, et il n'y avait plus de recours à cette sentence. Il attendait l'appel d'Adèle depuis des mois, depuis ce jour où il avait reçu son père en consultation et que leur vie à tous avait basculé. Il savait qu'elle le ferait quand ce serait le bon moment pour elle, pour eux, et il était prêt. Prêt à lui annoncer ce qu'aucun autre médecin n'avait voulu leur dire. Prêt à briser tous les espoirs, et prêt à les accompagner jusqu'au dernier souffle. Il ne pouvait pas le sauver, lui, mais il pouvait les aider, elle. Adèle et sa mère avaient pris cette décision, ensemble. Les doutes, au fil des mois, avaient occupé tout l'espace. Elle exigeait de savoir. Des gestes, des attitudes qui ne lui ressemblaient pas. Son père restait des heures devant le poste de télé éteint. Il était ailleurs. Il était souvent ailleurs, dans un univers bien à lui, mais là, il était vraiment ailleurs. Cette chose sournoise et déloyale était revenue. Elle reprenait insidieusement possession des lieux et envahissait peu à peu
son cerveau et leurs esprits à elle. Elles avaient pu, pour un temps, se voiler la face, mais l'évidence crevait leur cœur. Il n'y avait pas de mots pour décrire le désarroi d'Adèle. Elle était effondrée et en même temps pleine de reconnaissance devant cet homme qui faisait honneur à son serment d'Hippocrate. Pierre s'était lancé dans une longue explication qui meublait le silence après le verdict. Il lui relatait ses recherches, la nature de cette chose meurtrière, et tentait de la préparer à ce que seraient les mois qui allaient suivre. Bien sûr, il serait là et ferait ce qu'il pourrait pour les aider. Elle écoutait les mots, n'en comprenait pas le contenu. Elle devait se préparer. C'est ce que Pierre lui disait. Mais comment à 25 ans pouvait-on se préparer à ça? Tout avait commencé il y avait presque 8 mois. Adèle terminait sa journée de travail et elle finissait de parquer les avions dans le hangar. Son dernier élève venait de partir. C'était un splendide lundi printanier. La météo leur avait offert une magnifique journée de vol et elle savourait ses derniers instants, quand les moteurs s'étaient enfin tus et que le silence et les pépiments des oiseaux reprenaient possession des lieux. Adèle aimait cet aérodrome. Il lui était si familier, si intime. Elle y passait le plus clair de son temps depuis tellement d'années. Il fut le témoin de ses premiers vols, ses premières ailes, ses premiers amours et désamours. C'était un peu sa maison, sa famille. Quand le téléphone du bureau sonna, elle pesta contre celui qui l'obligeait à se contorsionner entre les ailes des avions pour traverser le hangar. Elle décrocha, haletante, et à des années-lumière d'imaginer le message qui allait lui être délivré. Adèle, bonsoir, c'est Pierre. Je viens juste d'ausculter ton père, je voulais te prévenir. J'ai appelé une ambulance, ils vont le conduire à l'hôpital à Melun. Mais tu ne devais pas le voir dans la matinée? Répondit Adèle un peu confuse. Si, nous avions rendez-vous à 11h. Il est arrivé avec 6 heures de retard. Il m'a dit s'être perdu sur le chemin. Il s'est garé et a dormi tout l'après-midi. Il est désorienté, Adèle. Et j'ai constaté une hémiplégie sur la partie gauche du visage. Dès les premiers examens, son père fut transféré sur Paris pour aller plus loin dans leurs investigations. Les spécialistes prenaient le relais. Seule Eliane, la mère d'Adèle, avait pu l'accompagner. Les deux femmes s'étaient entendues et Adèle l'appellerait dès le lendemain en fin de matinée pour avoir les résultats. Les mots tombèrent comme une météorite dans leur existence. C'était un samedi, boulevard Haussmann, dans la cabine téléphonique en face de Mark et Spencer. La vie grouillait tout autour de ce bocal et tout à coup, pour elle, tout s'arrêta. Il a une tumeur de la taille d'une orange qui a envahi son cerveau, lui dit sa mère. Le brouhaha environnant se mit en un instant sur pause et seuls les mots de sa mère résonnaient à son oreille. Elle était restée là, figée, de longues minutes, le combiné du téléphone public collé à son oreille. Tout s'enchaîna très vite ensuite. L'opération, les mois de séances de rayons. Après l'angoisse de l'annonce des premières semaines, la vie reprenait peu à peu sa place. Une promesse d'avenir insidieusement s'était installée, et aucun médecin ne l'avait désavouée. Alors naturellement, tout ça ne devenait qu'un mauvais souvenir. Leur cœur s'était rempli d'espoir, leurré par les discours bien huilés et dépersonnalisés de spécialistes, gonflés d'orgueil et de certitude. Prise dans le mouvement continu des rouages de cette immense machinerie médicale, où chaque élément s'emboîtait dans le suivant, où le traitement était une finalité, la guérison un incongru. On arrêtait de poser des questions. La peur avait délié les dernières résistances face à ce macrocosme qui vous digérait peu à peu. Plus de questions,
plus de discernement. Elles avaient donné leur pouvoir à cette machine et elles avaient été broyées. Et comment ne pas les croire? Elle ne demandait que ça, de croire. Seule, au volant de sa voiture, Adèle cédait à sa rage, cette colère refoulée depuis des mois, car elle sentait que quelque part au fond d'elle, elle savait. Elle ne pouvait pas expliquer ce sentiment, mais elle savait. Sa colère était tournée vers elle, de s'être laissée berner, de s'être laissée endormir par les discours de ces dégonflés. Ces médecins qui tranchaient dans la chair des malades et en même temps fuyaient leur regard. Ils flirtaient avec la mort chaque jour, mais la nommer restait tabou. Les larmes coulaient sur ses joues dans un débit constant, telle une rivière calme et paisible, qui déversait en continu une eau libératrice. Sa mère l'attendait, et elle devenait le messager de la sentence. Comment trouver les mots? Comment réconforter celle qui allait perdre l'homme de sa vie? Comment tenir debout quand on va perdre son père? Elle vomissait son impuissance, son monde s'écroulait, son père allait mourir. Elle réalisait à quel point ces deux êtres étaient son élément d'ancrage, sa stabilité, son cocon inébranlable. Adèle était une jeune fille qui virevoltait dans la vie, comme une feuille suivait le mouvement du vent. Elle entreprenait, tentait, essayait, mais sans jamais vraiment être satisfaite. Elle se sentait médiocre et s'extasiait toujours devant le talent des autres. Elle ne les enviait pas, non, elle les admirait. Elle aimait voir le beau chez autrui, mais n'arrivait pas à le voir en elle. Elle naviguait, sans boussole, sans destination. Une dérive qui pouvait sembler maîtrisée pour le monde extérieur, mais elle n'était pas dupe de l'illusion. Elle était très forte pour donner l'illusion d'eux, mais elle n'avait pas trouvé d'autre subterfuge pour ne plus être transparente. Ses parents lui avaient offert la liberté de tout. Pour beaucoup, ce cadeau aurait été inestimable, mais Adèle ne savait qu'en faire. Elle aurait voulu un plan de vol pour la guider, suivre un mouvement déterminé, alors que son esprit rebelle ne l'aurait certainement pas suivi d'ailleurs. Elle regardait le monde, son petit monde, et n'en comprenait pas les règles. Elle n'y trouvait pas sa place. Elle pensait que le regard des autres, celui que les hommes posaient sur elle, était une issue, une clé. Être aimée, désirée, comblait son vide intérieur. Cela l'avait amenée plusieurs fois dans des vides encore plus profonds. Comment pouvait-on aimer quelqu'un qui ne s'aimait pas soi-même? La vie avait semé sur son chemin la violence, la manipulation qu'elle avait eue par honte. Mais quoi qu'il arrive, ses parents étaient un soutien indéfectible, un garde-corps, un garde-fou, sans un mot, sans un reproche. Ils étaient le chêne qui nourrissait cette feuille fragile, qui l'empêchait de s'envoler trop loin, qui la gardait amarrée au tout, sans contrainte, sans force. Il ne la voyait pas comme une feuille chancelante, car il voyait le chêne en elle. Tout était une question de temps, de maturité. Adèle ne pouvait pas imaginer que la faux trancherait ce chêne en deux. Elle n'était pas prête à perdre la moitié de ses racines, de sa sève, de sa force. Elle n'était pas prête à s'envoler seule. Elle n'avait jamais pensé à la mort avant tout ça. Elle avait vu partir son grand-père il y a quelques années, mais même si la tristesse était là, c'était l'ordre des choses. Elle ne savait pas pourquoi, mais c'était une de ces vérités que l'on validait comme ça, sans question. Ce n'était pas un sujet tabou chez eux, mais ils n'en parlaient tout simplement pas. Cela ne les concernait pas. Armée d'une éducation cartésienne, la famille d'Adèle affichait une étiquette d'athée. Les sciences à la maison étaient la seule source acceptable de vérité, et ces deux scientifiques
exprimaient même une certaine ironie envers l'éducation catholique qu'ils avaient pu recevoir. Eliane revendiquait le non-baptême d'Adèle comme un acte de rébellion face aux deux grands-mères pugnaces. Alors tout d'un coup, la mort prenait une image terrifiante. Était-ce la fin de tout? Au fond, leur religion à tous les deux était l'amour, la vie. Ils n'étaient pas de ces êtres qui remettaient à plus tard leurs rêves. Ils vivaient leurs envies. Leur histoire était pleine de voyages, de musique, de spectacles, d'art, sous toutes ses formes. Tout cela sans artifice, dans une forme de simplicité. Elle admirait beaucoup leur amour, la bienveillance qu'ils avaient l'un pour l'autre, ces petits gestes magiques, comme une fleur cueillie dans le jardin, une caresse, un regard complice, un bisou volé, des déclarations d'amour du quotidien qui sonnaient comme une promesse d'éternité. Elle savait que c'était un merveilleux cadeau qu'elle avait reçu, cette image d'un amour vrai, un amour qui porte, un amour qui donne le courage d'être, un amour qui respecte sa moitié dans son entièreté. Elle ne le vivait pas, mais c'était comme une vérité inscrite en elle, un but, un objectif à atteindre. Elle savait grâce à eux que c'était possible. Elle était le fruit de cet amour. Et comme tous les enfants, elle avait une montagne de reproches à leur faire. À 25 ans, il faut trouver un responsable à ce que l'on est. Les parents sont la cible première et la plus aisée à viser. Ils étaient des super-héros, un modèle que l'on veut vivre et fuir à la fois. Elle les imaginait parfaits et cette perfection était irritante, car inatteignable. Et dans ce paradoxe, si elle détectait la moindre faille dans cette excellence, elle aurait été incapable de la pardonner. Adèle s'engageait sur l'allée qui menait à la maison, cette maison qui avait abrité toute leur vie, comme une forteresse. La pluie commençait à tomber. L'été serait bientôt là. La fenêtre entr'ouverte lui renvoyait les effluves de terre mouillée, empreintes de souvenirs heureux, qui lui offraient un spasme de réconfort et de douceur hors du temps, loin de ce lourd instant. Elle cherchait les mots qui pourraient être justes, qui pourraient être doux en montant le perron. La porte s'ouvrit au même moment où sa clé glissait dans la serrure. Sa mère était là. Ses yeux apeurés croisèrent ceux embués d'Adèle. Tout était dit. Voilà pour aujourd'hui. J'aurais préféré terminer sur un chapitre un peu plus léger que celui-ci. Mais je suis contente de l'avoir fait. S'il n'y a pas de questions particulières, je lis un petit peu les commentaires que vous avez faits. Un homme pan, si c'est oriental. Oh, t'es pas un pan, Armand, t'es un aigle. La voix avec la musique en faux audio, as-tu essayé? Non, mais ça va être difficile parce qu'il faut retirer les bruits de fond et qu'on risque de perdre la qualité ou de l'un ou de l'autre. On peut faire des tests, mais là déjà, honnêtement, j'ai réussi à voir la vidéo et le son, c'était déjà pas mal. On fera des tests pour vérifier s'il faut mettre de la musique au fond ou pas. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée. Et donc, je referai la même chose mardi prochain à la même heure pour la suite. Et j'espère que vous y serez et que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à faire des commentaires. S'il y a des formes différentes qui vous plaisent et qu'est-ce que vous aimeriez. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse tous. Merci.